Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente, Chloé Poitras-Raymond. Je vais être votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et une fois de plus, là, je suis entourée d'une belle équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs. Pour ouvrir l'émission, on accueille avec nous Elliott Boulotte. Tu vas nous parler de bibliothèque au Moyen-Âge. Allô, exactement. Elliott. Bonjour Chloé. Et on va ensuite, pour les deuxième et troisième chroniques, accueillir Marie-Pierre Berthelet, qui va nous parler du célèbre voleur anglais Jack Sheppard. Et on va clôturer l'émission avec Joël Beauchamp-Monfette, qui traitera de la création du système d'égout à Montréal. Et je suis accompagnée aujourd'hui à la régie de Julien Lehoux. Bonjour Julien. Allô Chloé, allô Elliott, comment vous allez? Ça va pas pire. Ça va pas pire? Ouais. Ça va. Bon, ben, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ah, bon ben fin aujourd'hui. La nostalgie qui parle. Voilà. Donc on va commencer l'émission là, avec une chronique d'Elliott. T'as enlevé ton chapeau d'animateur, de régisseur aujourd'hui. Oui, voilà, je me suis dit que j'allais revenir aux sources de ma participation à Histoire de passer le temps et j'allais faire une chronique. Puis pour faire ça, tu nous parles de bibliothèque. Voilà, exactement. Je parle de notre quotidien à tous, si on avait un quotidien. Parce que voilà, les bibliothèques sont fermées en ce moment ou partiellement ouvertes et donc je me suis posé la question, c'est quoi une bibliothèque ? Et comme je n'ai que 10 minutes, j'ai réduit ça à qu'est-ce qu'une bibliothèque au Moyen-Âge. Alors, l'histoire des bibliothèques, c'est avant tout l'histoire de la transmission des textes, et donc il faut s'intéresser à plein de choses quand on s'intéresse à l'histoire des bibliothèques. Il faut s'intéresser déjà aux livres qui la composent, parce qu'une bibliothèque, c'est un ensemble de livres, au bâtiment qui va abriter cet ensemble, et aux personnes qui gèrent le tout. Donc, je vais quand même faire un rapide topo sur ce qu'il y a avant le Moyen-Âge, pour bien comprendre en fait qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, puis après je vais me concentrer un peu plus sur vraiment la situation de l'Europe occidentale au Moyen-Âge. Oui. Donc comment ça a commencé ces bibliothèques-là? Voilà, ou plutôt comment ça recommence. Ah. Et là, petit teasing. Et donc pour que ça recommence, il faut que ça commence un moment, et ça commence dans l'Antiquité. Généralement, on connaît les bibliothèques par des inventaires qui nous ont été transmis, qu'on a retrouvés, et les plus vieilles bibliothèques identifiées datent du 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'est donc notamment les bibliothèques hittites. Les Hittites, c'est un peuple qui est à cheval sur la Turquie, l'Iran actuel. Okay, oui. Et on a des traces de collections de livres organisés pour le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc les années 1200. Et c'est organisé comment? C'est classé par ordre alphabétique. Ah oui, quand même. Voilà. Et j'ai eu un trou. Et par contre, la bibliothèque identifiée la plus connue, c'est une bibliothèque mésopotamienne qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui est la bibliothèque d'Assurbanipal, qui est connue parce qu'elle a été redécouverte à Ninive en 1850 et on a retrouvé 30 000 tablettes d'argile qui traitent de beaucoup de sujets différents, de littérature. C'est notamment en partie grâce à ça qu'on a recomposé l'épopée de Gilgamesh, de sciences, de religion, de mathématiques, etc. etc. Donc c'est une bibliothèque variée. Voilà, c'est ça. Il y a un peu de tout. En fait, on y dépose ce qu'on estime être intéressant à conserver. Et donc, ça va des sciences à la religion, à la littérature. Il y a un peu de tout. Donc, on a une idée de qu'est-ce que eux considéraient être intéressant à l'époque. Voilà, exactement. Et sachant que les archives, c'est dans vraiment d'autres bâtiments. Des archives, okay. Donc c'est plus au niveau des palais qu'on les retrouve. Donc, le monde grec, qui va succéder à tout ça, quand même quelques siècles plus tard, 2-3 siècles plus tard, le monde grec n'est pas très fan des bibliothèques, on n'en trouve que très peu et généralement assez tardivement. Par exemple, à Athènes, la première bibliothèque privée vraiment connue, c'est celle d'Euripide, qui est un dramaturge du 5e siècle avant Jésus-Christ, et à l'exception de l'Académie d'Aristote, donc qui apparaît au 4e siècle après Jésus-Christ, mais en plus Aristote c'est déjà une réaction à Platon qui lui aimait pas trop l'écriture, et c'est surtout à la période ce qu'on appelle hellénistique, donc la période qui vient après Alexandre le Grand, qu'on trouve les exemples les plus fameux de bibliothèques, dont la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Et pourquoi à ce moment-là, les Grecs avaient peu de bibliothèques? Est-ce qu'on a une explication? C'est plus des bibliothèques privées, il n'y a pas cette idée qu'on va mettre tous les livres au même endroit pour les faire consulter, en fait, tout simplement. Ça circule plus librement. Et puis si le format, c'est généralement plus généralement du papyrus, donc c'est plus fragile. Alors parfois ça peut être du parchemin, mais c'est plus rare. Une des grandes révolutions du deuxième siècle, aux alentours du tournant du millénaire, oui. Entre avant et après Jésus-Christ, c'est le passage au parchemin notamment. Mais bon, on en parlera une autre fois plus précisément peut-être. Parce que la bibliothèque d'Alexandrie, elle a un nom qui est très connu aujourd'hui, c'est le musée. Parce que c'est la maison des muses.
Et voilà. Et oui, un peu d'étymologie. Mais bon, là où les... On change de simule une fois de temps en temps. Voilà, ça permet de briller en société. Quand on refera des soirées avec des gens dans le même endroit, vous pourrez sortir ça, c'est excellent. Ça fait cultiver, c'est pas cher. Pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai lu un texte au complet qui faisait l'étymologie du mot musée et c'était pas du tout passionnant. C'est pour ça qu'on fait un résumé rapide. Parfait, merci Elliot. Voilà. Entre deux bouteilles de Boréal, ça passe tout seul. Donc, pour revenir à notre sujet, vraiment la bibliothèque qui va dominer la fin de l'Antiquité, c'est la bibliothèque romaine. Alors à Rome, déjà, le livre est un peu plus entre guillemets démocratisé. Il y a un marché du livre privé, il y a des libraires, il y a des éditeurs. Et il y a aussi, à bout d'un moment, tout un réseau de bibliothèques publiques. Souvent des grands bâtiments monumentaux où les rouleaux de parchemin en latin sont empilés les uns sur les autres et identifiés par des étiquettes avec le titre en grec. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ça, les magasiniers, ce sont des esclaves hellénophones, donc ils parlent grec, et du coup, ils lisent le grec, et donc ils se repèrent en grec. Ça permet de parler de ce qu'on appelle la biblioéconomie, qui est tout simplement l'organisation, économie c'est-à-dire organisation à la base, qui est l'organisation de la gestion de la bibliothèque, et à ce moment-là, c'est pour ranger, on utilise des esclaves grecs. Et au-delà, en fait, des titres en grec, comment on classe? Est-ce que c'est par sujet? Est-ce que c'est par ordre alphabétique? Est-ce qu'on a des cotes? Un mélange. Alors, on n'a pas encore de cotes à l'époque, mais c'est surtout, en fait, c'est listé, c'est grosso modo mis par sujet puis par auteur. Okay. Quand on a des auteurs. On estime à la fin du 4e siècle, au début du 4e siècle sous Constantin, on estime qu'il y a 28 bibliothèques d'État à Rome, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Oui. Et il y en a d'autres, bien sûr, dans toutes les grandes villes. Il y en aura bien sûr à Constantinople, que Constantin a fondé il n'y a pas longtemps. Et là, le système de bibliothèque, est-ce qu'on peut, un peu comme aujourd'hui, on va emprunter des livres ou on repart avec? Non, c'est surtout de la consultation sur place. Okay. Comme les bibliothèques aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler les bibliothèques nationales, généralement on ne peut pas emprunter les livres. C'est vraiment de la consultation sur place, ouvert à tous. Alors ici, c'est tous les citoyens romains qui savent lire et qui ont le temps d'aller s'intéresser aux livres. C'est quand même donc, un échantillon limité. Un échantillon limité, mais qui est lui-même très content d'être limité. Oui. Voilà. Je vous rappellerai toujours, les Romains, même à l'époque de la République, c'est pas des démocrates. Ils sont très contents qu'il y ait une petite élite qui dirige tout et qui dit aux autres quoi faire. Donc, au début du IVe siècle, un auteur qui s'appelle Ammien Marcellin va en fait nous raconter la fermeture progressive des bibliothèques publiques pour plusieurs raisons. Alors déjà, raison numéro 1, les changements sociétaux. Les empires se séparent au bout d'un moment en deux entités, Empire d'Orient, Empire d'Occident. L'Empire d'Orient va survivre et va devenir Byzance, l'Empire byzantin. Oui. L'Empire d'Occident ne va pas survivre, va éclater en morceaux, et toute l'histoire du Moyen-Âge, c'est comment on essaie de le reconstruire et que ça fonctionne pas, grosso modo. Et il y a aussi un petit phénomène qu'on a gentiment appelé les invasions barbares. Et oui, quand vous avez une armée qui débarque chez vous et qui brûle une partie de la ville, si la bibliothèque fait partie des bâtiments brûlés, c'est dommage, mais vous n'avez plus vos livres. Ça devient difficile pour les bibliothèques. Ça arrive, malheureusement. Un accident est si vite arrivé. Il y a aussi le passage du rouleau au codex. Parce qu'avant, les livres sont des rouleaux de parchemin, donc quand vous voulez trouver un passage, c'est compliqué, il faut dérouler tout le rouleau, et le rouleau peut faire parfois jusqu'à 15 mètres, donc c'est impressionnant. Ah oui, donc si tu veux juste une petite citation... il faut dérouler 7 mètres, et si tu n'as pas de chance, elle est au bout du rouleau, donc il faut tout défaire. Donc on va passer au codex, c'est-à-dire qu'on va couper des feuillets, qu'on va relier ensemble, et ça va devenir la forme du livre actuel, en fait. Sauf que faut recopier le rouleau dans le codex, on peut pas faire un copier-coller, donc il faut que les gens écrivent sur les pages, puis on relie tout ça, et donc en fait on va expurger une partie des textes, on va parfois élaguer un peu. Là. Voilà, puis ça coûte cher de faire un livre, c'est du parchemin, c'est fait à la main, généralement faut sacrifier des animaux pour faire ça, donc vu que du parchemin c'est de la peau de bête, et généralement une peau de mouton ça fait au maximum 2 feuillets. Et encore. Ouf, okay. Donc c'est-à-dire pour un livre de 350 feuillets, vous devez sacrifier un troupeau de 150 moutons. C'est pas très économique. Au bout donc j'imagine qu'on n'en fait pas tant que ça des livres à ce moment-là. On n'en fait pas tant que ça, et surtout le Moyen-Âge, c'est une époque de rareté de ressources, et donc on recycle énormément. Et donc on voit ce qu'on appelle les palimpsestes, c'est-à-dire quand on estime qu'on n'a plus besoin d'un document ou qu'un livre n'est plus utile, on va gratter le parchemin et on va réécrire par-dessus. Ce qui fait qu'on a pu retrouver au XXe siècle certains livres en scannant en fait les pages de parchemin et en regardant ce qui était écrit en dessous le texte qui se présentait directement à la vue. Donc on est capable de voir quels livres ont été éliminés. Exactement, ou quels livres ont été jugés. Par exemple, vous avez 4 copies du même livre, vous en sacrifiez une pour en recopier un autre. Ça peut être aussi ça. Alors, les bibliothèques, donc à partir de ce moment-là, vont se disperser, se fragmenter. Beaucoup de livres vont être perdus. Et jusqu'au XIIe, XIIIe siècle, la bibliothèque, on la connaît, disparaît.
le livre devient une denrée rare et précieuse, et elle va surtout être concentrée autour de certains personnages, notamment, on peut citer les évêques, comme à Vérone, l'évêque de Vérone avait une première bibliothèque assez conséquente, et quand on dit assez conséquente, c'est une 20-30 livres, c'est une centaine maximum, et encore, centaine c'est déjà énorme, et il y a aussi dans les premiers monastères, notamment dans ce qu'on appelle les structures cassiodoriennes, du nom de Flavius Magnus Aurelius Cassiodorius, qui a vécu entre 480 et 575, on n'est pas sûr des dates exactes, et qui a fondé un des premiers monastères en Occident à Vivarium, en Calabre, en Italie, et du coup va donner la forme classique des premiers monastères occidentaux, c'est-à-dire avec un scriptorium, un lieu où on lit et où on écrit, parfois on recopie, où donc on va centraliser des gens qui savent lire, un peu écrire, on va compiler des livres et donc on va les conserver, mais ils ne sont pas conservés dans des rayonnages, comme il y a peu de livres, ils seront conservés soit dans des armoires fermées à clé, soit dans des coffres, soit dans des niches. C'est une denrée qui vaut cher. Exactement, et donc c'est fermé à clé, ou alors c'est dans des trous dans les murs, généralement de cloître. Le cloître, c'est l'espèce de chemin couvert mais qui donne sur le jardin. Et donc il y a des trous dans les murs, généralement des niches qui sont creusées, et on va mettre les livres dedans, on les met à plat, les uns sur les autres, et on referme avec un panneau qu'on ferme à clé. Et en fait, le bibliothécaire n'existe pas. Il n'y a pas de bibliothèque en fait, il y a des niches à livres ou des armoires au plus près des lieux où le livre est nécessaire. Par exemple, les livres de médecine seront pas loin de l'infirmerie, les livres religieux seront près du réfectoire ou de la chapelle, etc. etc. Et comme il y a peu de livres et peu de lecteurs, il n'y a pas de bibliothécaire, mais un gardien des livres, un custos librorum ou encore un armoirier qui est celui qui tient la liste des livres, la liste des prêts, qui a toutes les clés et qui sait de mémoire quel livre on a, qui a emprunté, qui a lu quoi. Et donc en fait pendant très longtemps, on a un homme égale une bibliothèque. Le gardien des livres et en fait la bibliothèque parce que c'est lui qui centralise toutes les informations sur les ouvrages disponibles à cette époque. La première grande révolution là-dedans, ça va être la réforme carolingienne, ce qu'on appelle généralement la Renaissance carolingienne, où plusieurs phénomènes vont en fait multiplier le nombre de livres. Il va y avoir une réforme des écoles, avec ce qu'on appelle les écoles cathédrales, une recopie massive de livres disponibles, un nouveau format d'écriture, la minuscule Caroline, et enfin le développement du coup des bibliothèques. On va fournir certains endroits en livres. Donc est-ce que le livre à ce moment-là devient quelque chose qui est un peu moins un luxe? Alors c'est toujours un luxe, mais c'est un luxe plus répandu. Du 5e au 8e siècle, on a conservé 1811 manuscrits, donc pour ces 3 siècles. Et pour le seul 9e siècle, on en a plus de 7000. Ok, donc une grande expansion. Voilà, une grande expansion, on triple, un peu plus de tripler le nombre de livres disponibles. Mais ça reste souvent les mêmes livres en fait. Ça se voit très bien dans le phénomène autour des abbayes bénédictines puis cisterciennes. C'est-à-dire Cluny, il fut fondé en 910, et Cluny c'est tout un réseau d'abbayes autour de l'abbaye de Cluny qui est l'abbaye mère, et il y a des abbayes filles. Et donc en fait on va recopier une partie du catalogue de Cluny et on va le transférer tel quel dans les différentes abbayes. Donc en fait on a une multiplication des exemplaires mais pas des livres eux-mêmes. Donc on n'a pas vraiment de nouveauté tant que ça. ça. Il y en a quelques-unes, il y a des compilations, il y a des réécritures, mais c'est pas le phénomène le plus fréquent. Ça va exploser au 12e, 13e siècle avec notamment la croissance des villes et l'apparition de l'enseignement généralisé avec ce qui va devenir les universités et aussi le rôle des nouveaux ordres religieux, les prémontrés, les dominicains et les franciscains qui eux ont un rapport aux livres très différent. Notamment ça sera très courant pour les dominicains de voyager de monastère en monastère pour trouver les livres un peu inédits et intéressants et de les recopier et de les diffuser. Pareil, il va y aussi avoir tout un mouvement de traduction des livres venus de la péninsule arabique, notamment les auteurs arabes qui traduisaient les auteurs grecs, qu'on va récupérer, traduire en latin, et c'est comme ça que notamment Aristote va être extrêmement popularisé avec le commentaire d'Averroès, Ibn Rushd. Donc c'est assez lié à la religion quand même, la diffusion du livre. Bah oui, parce que la religion c'est englobant à l'époque. Je veux dire que le Moyen-Âge, la structure qui domine tout, comme aujourd'hui serait la structure économique, la structure capitaliste, à l'époque c'est la structure religieuse, c'est la structure chrétienne. Et donc forcément, les gens se posent pas vraiment la question. Ils vivent là-dedans et donc c'est le sujet principal, donc c'est le sujet le plus traité, forcément. Alors, on va donc voir aussi réapparaître une demande de livres. Les étudiants, ils ont besoin de livres, mais ils n'ont pas besoin de beaux livres enluminés, ils ont besoin de petits livres pas chers, par exemple. Donc ça, on va en avoir énormément. Donc on va faire évoluer les structures dans les monastères. Comme il y a plus de livres et il n'y a toujours pas assez de place, on va créer les bibliothèques. On va en fait surélever les cloîtres et on va faire des salles à part. On va pouvoir faire des rayonnages, ranger les livres à l'abri de l'humidité, parce que comme les livres avant étaient stockés dans des coffres, près du cloître, etc., ils étaient pas très bien conservé. J'ai un extrait très marrant de Richard de Bury qui explique ce problème, où il dit, je cite, «
vous verrez peut-être un jeune écervelé, tandis qu'il est transi par le froid de l'hiver et que, comprimé par la gelée, son nez humide dégoutte, ne pas daigner s'essuyer avec son mouchoir avant d'avoir humecté de sa morve honteuse le livre qui est au-dessous de lui. Plût à Dieu qu'à la place de ce manuscrit, on lui ait donné un tablier de savetier. Voilà, c'est délicieux, c'est très imagé, mais en fait c'est ça le problème, c'est que les gens font pas attention forcément aux livres, et donc on va essayer de les soustraire un peu et de les réunir à un endroit où on va essayer de bien les conserver, et ça on va commencer à dresser des catalogues. Pour le XIIIe siècle, on a 140 catalogues qui a permis d'identifier formellement 125 bibliothèques et leur contenu. Arrivent aussi du coup les bibliothèques dans les universités, le retour et là, des les 125, on parle en France ou tu parles en Europe occidentale, oui, quand même. mais c'est déjà pas mal. Oui. On voit aussi la résurgence des bibliothèques publiques, notamment pour les étudiants. Par exemple, ces bibliothèques ont des livres à disposition, mais ces livres sont littéralement enchaînés au banc de lecture. Vous avez une grande tringle et une chaîne qui est accrochée au livre, pour tout simplement pas que les étudiants se barrent avec les livres. Oui, parce qu'on se rappelle que c'est un objet de luxe. C'est un objet de luxe, ça coûte cher et ça se revend très bien. Et donc en étudiant, on a des petits problèmes pour payer sa chambre de loyer ou sa beuverie du soir. Et du coup, revendre un livre par-ci par-là, ça peut faire arrondir les fins de mois. Mais on voit des grandes collections apparaître, notamment à la Sorbonne. À la fin du XIIIe siècle, la Sorbonne a plus de 1000 livres, ce qui est gigantesque. 1000 livres, c'est 1000 livres quasiment différents. Donc c'est énorme. Et en fait, ça va tout dans un phénomène qui va être en même temps de ces bibliothèques publiques, l'apparition des grandes bibliothèques privées. Par exemple, le roi Charles V, qui lui règne au XIVe siècle jusqu'en 1380, lui, il aura une librairie à sa mort. Enfin, on appelle ça une librairie d'ailleurs à l'époque, mais c'est aussi une bibliothèque, d'où l'anglais library. Il aura plus de 900 volumes différents dans sa bibliothèque, ce qui est gigantesque pour un individu. Et d'ailleurs, il était très connu pour ça. D'ailleurs, il y aura une énorme convoitise sur sa bibliothèque. À sa mort, son fils, quelques années plus tard, deviendra fou. Charles VI est surnommé le fou. Et donc, les frères de Charles V, ses oncles, donc les oncles de Charles VI, vont se partager la bibliothèque. Donc, ce qui va rester va former le cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la Bibliothèque nationale de France. Les plus vieux exemplaires déposés dans la Bibliothèque royale sont ceux de Charles V, mais il va y aussi avoir les autres nobles, les grands nobles de la famille royale, qui vont se faire leur propre bibliothèque, notamment les ducs de Bourgogne vont en accumuler une gigantesque, qui à la mort de Philippe le Beau, donc le dernier grand duc de Bourgogne, il y en aura un millier également, et sur ce millier, il y en a encore 300 aujourd'hui qui sont visibles, réunis à Bruxelles, dans une nouvelle aile d'un musée, qui est la librairie des ducs de Bourgogne, qui a ouvert le 18 septembre 2020, où ils ont reconstitué une partie de cette collection. Donc on va pouvoir aller voir ça là, quand tout va réouvrir. C'est visible en ligne. Sur leur site internet. Merci beaucoup, Elliot. Pour poursuivre notre réflexion là, sur les écrits et le savoir au Moyen-Âge, je vous suggère de réécouter la chronique du 16 mars 2018 par Isabelle Dufour sur les universités au Moyen-Âge. Julien, on va en musique? Oui, juste avant l'émission, tu avais Joël qui m'a admis que sa maman n'aimait pas du tout la musique que je mettais en ondes. Donc, je m'excuse à l'avance, je fais pas exprès. Là-dessus, je vais célébrer l'artiste du mois à Choc, MF Doom, mon artiste préféré aussi, qui est décédé en 2020. Je vais mettre une de mes chansons préférées qui s'appelle Phasers de son album Take Me to Your Leader, avec son alias King Ghidorah. Follow the light. The light is your guide. I'm controller of Planet X. 3-3. And I've invited you here to discuss something that's very important. King Ghidorah, take me to your leader. Quick to claim that he not no snake like me neither. They need to take a breather. He been rhyming longer than Sigmund the Sea Creature. Been on Saturday feature. Pleased to meet ya, and came to wake you up out the deep sleeper like he needed to stop before he caught the knee drop. Even give you more sit than ZZ Top. When full bears thou shalt not more corner. Ghidra like one more steps in y'all's corners. So-called rich, front if you wanna. When he spit electrics, don't be in y'all saunas. He only here to warn us what the plan is. The hour is up on us, it's bananas. Born alone, die alone, no matter who your man is. Hope he live long enough to tell it to his grandkids. King Ghidra, 3-finger ring fever. Spring chicken eater, ID'd as the ringleader. Who needs a heater? Catch him with bare hands. These same hands that make razors out beer cans. His own biggest fan, and got a fan base as big as Japan. Yeah, and all hail the king, and give him 3 cheers, fam.
like hit hit parade. Do his thing for the little kings like Sling Blade. To the grave, put in work like a slave. On how to flip scripts on the Dipstick Brigade. Rockin' like Studio played. Back when we used to rock the shag, no fade. This skill trade like a tailor-made suede. Hit the studio, and I'm paid. Half up front, half upon mastering. Would you like that in cash? Last thing you should ask the king. You don't have to be no crystal ball reader. Allergic to saltpeter, used to be a wall beater. In the game like a Wall Street cheater. A lot of rap noise is annoying like cedar. Turn into a triple X monster from a fairy tale movie. He don't know me very well, do he? King Ghidra crush on the seas teacher. They need to pay him better, she had nothing on the reefer. Heifer, and I had to offer her a stick of gum. She was as thick as they come and taught a strict curriculum, which is only good for my son. When I'm in the hood, razors on tongue. Nowadays it's amazing raising young. Rule number 1, keep your phasers on stun. De retour à Histoire de passer le temps, on poursuit l'émission avec une chronique de Marie-Pierre Berthelet qui vient nous parler, là, encore une fois, là, d'histoire du crime. Cette fois, tu nous présentes là, un londonien célèbre du 18e siècle, le voleur Jack Sheppard, c'est bien ça? Exact. Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous parle du célèbre criminel et maître d'évasion Jack Sheppard. Donc, je vais mettre tout ça au clair. Vous connaissez probablement Jack l'Éventreur, qui, dans les années 1890, a tué des femmes dans le quartier de Whitechapel. Mais aujourd'hui, je vous parle pas de ce Jack-là, mais d'un autre, Jack Sheppard, qui est un criminel au 18e siècle. Donc, un autre Jack, autre siècle. Exactement. Donc, sa réputation a traversé les océans et les siècles. D'autres bandits en Australie et aux États-Unis, comme Frank et Jesse James, ont été comparés à Jack Sheppard. Ce nom est resté ancré dans la conscience et la culture populaire de l'Angleterre et est devenu en quelque sorte l'archétype du bandit anglais. Donc, chez les marins anglais, quiconque qui avait le même nom de famille, Sheppard, était systématiquement surnommé Jack. C'est-tu un nom de famille commun à l'époque? Je ne peux pas dire, malheureusement. Ça sonne très anglais. Oui, il doit en avoir beaucoup. Définitivement. Donc, son histoire nous est parvenue à travers l'histoire orale, comme les récits, les chansons, les spectacles, qui ont conservé son souvenir et, par le fait même, une trace de la culture de la classe ouvrière au 18e siècle. Donc, Jack Sheppard est né le 4 mars 1702 à Spitalfields, soit la zone industrielle la plus dynamique de Londres à ce moment-là, qui est connue pour son industrie de la soie. C'est un moment avant la révolution industrielle où l'industrie grandit, tout comme les inégalités qu'elle occasionne. Donc, on est dans un quartier pauvre. Là. Oui, c'est très ouvrier. Donc, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, ils ont tous été charpentiers. Sa jeunesse a été assez bouleversée et malheureuse relativement tôt, dès la mort de son père et de sa sœur, où il est envoyé, mais plutôt interné, dans une workhouse pendant 1 an et demi. Une workhouse, c'est un centre de détention de travail forcé institutionnalisé par l'État pour réduire le chômage et le vagabondage, mais aussi pour exercer une forme de contrôle social sur les plus démunis en les éduquant aux bonnes valeurs anglaises de l'obéissance et du dur labeur, et dans des conditions insalubres et violentes. Et là, il est assez jeune à cette époque-là. Là. Oh oui, il y a maximum 7 ans. Là. Ah, mais c'est triste. Bel environnement. Oui. Hein? Après ce passage, Jack va rejoindre sa mère qui travaille pour un marchand de laine qui va lui apprendre à lire et à compter. Il va devenir apprenti charpentier comme sa famille à l'âge de 15 ans. Il va être pendant 6 ans un apprenti exemplaire, doué, intelligent, mais un peu rebelle dans l'âme qui questionne l'autorité. Donc, c'est au printemps 1723, âgé de 21 ans, qu'il s'échappe de chez son maître, 10 mois avant la fin de son contrat avec le charpentier Wood. Il va le faire à plusieurs reprises et il se moquait royalement des serrures et des verrous chez Wood. Donc, il se permettait d'entrer et de sortir à son gré. Est-ce qu'on sait pourquoi, en fait, il a décidé de ne pas poursuivre sa formation? Trois hypothèses nées de biographie. Les femmes, l'alcool et les tavernes,
Sinon, c'est qu'il ne respectait pas le congé du dimanche. Donc, Wood, le charpentier maître, lui laissait passer comme il voulait son dimanche. Donc, il était tenté par des mauvaises habitudes. Bon. Donc, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il va commencer à cambrioler Wood et ses prochains employeurs. Donc, dans une taverne, il va voler 2 cuillères en argent. Il va aussi voler une pièce de futaine, qui est une sorte de coton, d'une longueur de 24 verges à un monsieur Venn, en s'introduisant par la cave par une fenêtre, et dont il a ôté et replacé les barreaux avec une telle adresse qu'on a attribué le vol à une domestique de la maison. Donc, Jack une job interne là, qu'on pensait. C'est ça, on pensait réellement que c'était fait de l'intérieur, tellement que c'était bien fait comme travail. Donc, Jack va passer de job-in en job-in et emménager avec sa concubine, une femme aux mœurs légères, comme on disait, Edgeworth Bess. Il va y avoir un mandat d'arrêt émis contre lui à cause de la rupture de son contrat d'apprentissage. Mais son histoire va se régler à l'amiable avec Wood, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il va voler tous ceux qui croisent son chemin. Il s'en va dans une vie de criminalité. Exactement, une belle petite pente descendante. Donc, Bess et lui formaient un couple assez particulier. Donc, à plusieurs reprises, ils vont voler, être emprisonnés et s'évader ensemble, ou même se dénoncer quelquefois. C'était un partenariat d'assistance mutuelle plutôt instable. C'est des belles fondations d'une relation, la dénonciation. Bel amour propre. Donc, on sait que c'était plutôt instable comme relation parce que Jack fréquentait d'autres femmes à qui il a offert des cadeaux, volés bien évidemment. Donc, plusieurs d'entre elles vont se retrouver au tribunal pour possession d'objets volés. Mais la défense était de dire, c'est Jack qui me l'a donné, c'est pas moi qui l'ai volé. Donc, est-ce que ça fonctionnait comme défense? Ben, parfois, c'était vrai. Ça fonctionnait, puis certaines ont été jugées innocentes. Mais parfois, c'était une excuse assez préfabriquée pour expliquer pourquoi, soudainement, une femme avait découvert un argent caché dans ses bas. C'était plutôt louche. Donc, les cadeaux ne garantissaient pas, par contre, l'immunité, parce que certaines ont tout de même été accusées de complicité de vol. Donc, on se rend bien vite compte qu'en lisant l'histoire de Jack Shepherd, les amitiés et les trahisons se côtoient et s'enlacent même. Souvent, Bess ou des collègues le dénonçaient et parfois, c'était son frère qui souhaitait être libéré de prison pour cambriolage qui le coinça dans un guet-apens. C'était quoi à ce moment-là les peines, en fait, pour le cambriolage, vol? La mort. OK, rien de moins, hein? Oui. En fait, la justice à ce moment-là, c'est dénoncer ou être pendu. Balancer ses amis pour survivre. La pression et la sévérité du système encourageait la délation, en fait, parce que c'est souvent la mort qui attendait le criminel. D'ailleurs, on qualifie cette période de la justice anglaise comme le Bloody Code, le code sanglant. OK. Parce que beaucoup de peines étaient criminalisées et jugées par la peine capitale, donc la mort. Donc, pour revenir à Jack, il était tellement une as de l'évasion que parfois, en moins de 3 heures, il s'était libéré de ses liens puis il s'était évadé de sa cellule. Souvent, ça se déroulait de la même manière. Après cette défaite de ses liens, il faisait un trou dans le plafond, enlevait des tuiles du toit ou perçait le cadre d'une fenêtre, puis il se laissait glisser tout le long du bâtiment à l'aide de couvertures et de draps pour enfin escalader un autre mur et se fondre parmi la foule. Ça fait vraiment dans l'imaginaire là, qu'on a là, des... C'est pourquoi on l'appelle comme étant l'archétype de l'histoire du bandit, parce qu'on dirait qu'il l'a écrit lui-même, cette histoire-là. Donc, justement... Même si l'emprisonnement est un thème très principal dans la vie et que l'évasion est relativement courante dans le Londres du 18e siècle, ses évasions ont été exceptionnelles à cause de sa débrouillardise et de son ambition, parce qu'il faisait rêver, en fait, les plus démunis qui, eux aussi, rêvaient de liberté. Donc, c'est pourquoi il va attirer la reconnaissance de la population. Donc, est-ce que c'est parce qu'il était pas nécessairement, il volait pas les populations démunies, puis était... Non, c'est pas un Robin des Bois. Il va voler pas mal tout le monde, entre autres des tisserands démunis qui viennent de Spitalfields, la même condition que lui. Donc, c'est pas un Robin des Bois qui vole aux riches pour redonner aux pauvres. Il y a une certaine, quasiment égalité, dans le sens où il vole tout le monde pour voler tout le monde. Bref. Mais il arrive quand même à avoir une certaine reconnaissance de la population plus pauvre. Oui, à cause du rêve, l'espoir qu'il donne aux gens, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu te trouves dans une condition qui est difficile, insalubre, par exemple le monde industriel, que tu peux pas t'en sortir. Lui, justement, était pris dans ce carcan-là en tant que charpentier et s'est défait de ses liens, de ses obligations pour vivre la belle vie de la criminalité. Ouais, c'est ça. Donc, l'histoire de Jack, c'est littéralement ça. Voler, cambrioler, se faire coincer et s'évader. Encore et encore et encore.
Moi, personnellement, il a beau être un maître de l'évasion, je le trouve pas incroyable comme criminel, parce qu'il se fait emprisonner souvent. Je dis ça comme ça. Faut pas que tu te fasses attraper pour être un bon criminel. Techniquement, ben quoi qu'il réussit quand même à s'évader, mais reste en même temps, qu'est-ce que je connais? Il reste qu'il se fait incarcérer 5 fois et s'échappe 4 fois. C'est ce qu'on appelle être C'est quand même impressionnant. C'est un récidiviste, là. Donc, tout ça se passe en 2 ans, parce que sa première infraction est au printemps 1723 et son exécution se déroule au mois de novembre 1724, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Donc, même si on l'enfermait dans la partie la plus haute et la plus sécurisée d'une prison et qu'on l'attachait à double chaîne avec des boulets de 14 livres chacun, ben, il sciait quand même ses entraves et les fers habilement. C'est pour ça qu'il est exceptionnel, parce que malgré sa petite taille, c'est-à-dire 5 pieds 4, c'est pas très grand, il était vraiment très fort pour briser des cadrages de bois épais de 9 pouces et pour écraser des maillons de ses chaînes pour les briser. Mais comment il faisait pour scier ses chaînes à ce moment-là? En fait, il y a beaucoup d'aides de la population qui vont généralement offrir des cadeaux lors de visites. Et ben un peu comme dans les Talton, tu peux glisser une lime dans un pain et lui donner en cadeau sans que ça paraisse trop tôt. Mais ça, je vais y revenir dans un instant. Donc, il est ingénieux, il est brillant, il est fort, il va même attacher avec les draps, les robes et les jupons de Bess pour se glisser le long des buildings pour descendre en bas puis s'évader en fait. Parce que comme ils étaient jugés mariés ou en couple, ben souvent ils étaient emprisonnés dans la même cellule. Donc Bess s'est quasiment évadé autant de fois que Jack rendu là. J'ai pas compris après la première fois de pas les mettre ensemble dans la même... Visiblement, non, parce qu'ils l'ont quand même arrêté 5 fois puis il s'est poussé 4 fois. On apprend éventuellement. Donc, c'est une vedette, là. Il y a eu 3 biographies qui ont été publiées pendant sa courte vie de criminel, qui, je rappelle, a été de seulement 2 ans. Donc, lorsqu'il était hors de prison, il planifiait souvent ses coups d'avance. Quelques jours avant, il venait scier les barreaux d'une fenêtre d'une cave pour s'y introduire la nuit. Et donc, il crochetait... C'était tout planifié, là. Oui. Il était accompagné d'un complice qui l'éclairait à la chandelle pendant qu'il crochetait les serrures. Donc, c'était organisé en tant que tel. Malgré les dénonciations, il faut quand même que je mentionne le support et la reconnaissance qu'il a eu. Donc, c'est un véritable héros populaire, Jack Shepherd. Il a reçu beaucoup d'aide d'admirateurs criminels, de complices malfaiteurs et de civils supporters qui lui apportaient cadeaux, outils, qui ont fait du vacarme pour couvrir le bruit des lampes pendant qu'il était en train de scier les fers, ou pas des lampes, mais des limes, et qui parfois l'ont hébergé lors de ses fuites. Donc, après la 3e évasion, on a même pu entendre la déclaration suivante. « Malheur à l'Angleterre, car Shepherd s'est évadé. Malheur aux commerçants, malheur aux marchands, car le lion rugissant est sorti de sa cage et leurs biens ne resteront pas longtemps dans leurs mains. » Donc, toute la nation parle de Jack. Il y a une chasse à l'homme. Mais c'est connu à travers... Là, est-ce qu'il est connu à l'extérieur de Londres? Ben, à ce moment-là, étant donné que c'est en seulement 2 ans, c'est essentiellement l'Angleterre, Londres, oui. Mais son histoire va circuler... parmi les siècles et aussi à travers le monde. Entre autres, il y avait beaucoup de transportation. C'était une des peines, c'est-à-dire on te ship, par exemple, en Australie pendant 7 ans. Donc, l'histoire venait avec le criminel qui était envoyé. Donc, ça se répandait d'une certaine façon, son histoire. D'ailleurs, ce que je trouve comique, c'est que dès l'époque de Jack, on soulignait le paradoxe ou l'ironie suivante. À défaut de travailler, ben Jack s'assurait que la population ne devienne pas fainéante parce que, dans sa grande bonté, il les forçait à travailler, à produire de nouveaux barreaux et à innover de nouvelles formes de serrures. Donc, il a aidé à l'innovation de tout ce qui est protection des maisons, là. Oui, exactement. En fait, ça peut paraître surprenant, mais au début du 18e siècle, les voleurs et les cambrioleurs assuraient les emplois de la moitié des forgerons de la nation, selon un rapport sur les métiers en Angleterre. Donc, c'est un métier à être criminel quasiment parce que tu crées de la job. Donc, sa dernière évasion à Jack Shepherd, qui est la plus spectaculaire, se produit le 14 octobre 1724 à la tristement célèbre prison Newgate, où il était d'ailleurs constamment surveillé. Quelques mots sur Newgate, c'est la pire prison à ce moment-là. C'est une prison qui est nauséabonde et lugubre. Les piétons qui passent en avant se bouchent le nez et marchent généralement de l'autre côté du trottoir pour être sûr de ne pas se faire arroser par des prisonniers qui urinaient sur les passants depuis leurs fenêtres. Charmant. Ah oui, définitivement. C'était vraiment insalubre et mortel, pas seulement à cause des pendaisons, mais à cause des maladies puis du manque des conditions d'hygiène. Exactement. Il y avait en moyenne 30 prisonniers qui mouraient par année de maladies. Okay, et les médecins voulaient juste pas y mettre pied.
Puis par rapport au ratio gardien-prisonnier, c'était 1 pour 90. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 1 pour 6, pour te donner une idée. Ça a évolué. Exactement. Puis, tu me parlais de l'aide de la population tout à l'heure. Ben, les visites étaient nombreuses et non surveillées. Donc, plusieurs cadeaux, alcool et outils étaient apportés par la population qui allait visiter Jack Shepherd. Donc, pour revenir rapidement à Jack, après une inspection quotidienne de ses fers, il y a eu vraiment une course contre la montre. Il a été capable de se défaire de ses menottes, de tordre les maillons, de libérer ses cuisses qui étaient entravées par des attaches. Il va passer à travers des cheminées, détruire la maçonnerie. Avec des pics puis des clous, il va être capable de défaire des verrous, défoncer des portes pour atteindre finalement le toit. OK, mais il y a beaucoup d'équipements, là. C'est aucune subtilité. En fait, c'est pas tant qu'il... Ça, c'est des objets qu'il va trouver sur son passage, en fait. Parce qu'il va s'aventurer dans des ailes qui sont un peu abandonnées de la prison. Donc, il va être capable de repérer et utiliser des morceaux de métal qui traînent. OK. Donc, encore là, avec des draps et des couvertures, il va se glisser sur un toit voisin. Mais après, il va entrer par infraction, voler des habits, qu'il va lacérer pour se faire passer pour un mendiant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il va enfiler plusieurs costumes de travailleurs, comme ceux d'un boucher et d'un charpentier. Finalement, celui d'un riche propriétaire en complet et en haute forme. Il va même louer une calèche et se pavaner dans Spitalfields pendant quelques jours. Donc, il tente le diable. Ah, définitivement. Il va parader de taverne en taverne. Il va circuler devant les marchands qu'il a volés. Il va même passer devant la prison Newgate dont il vient de s'échapper. Mais le comble de l'arrogance l'amène à être encore arrêté, mais une dernière fois pour toutes. Donc, il s'en sortira pas. Il va être pendu le 16 novembre 1724. Son procès et sa pendaison sont de véritables spectacles. Donc, les gens vont assister à ça. C'est une foule extrêmement nombreuse qui y assiste. D'ailleurs, son corps a été pendu pendant plus d'une quinzaine de minutes parce que les autorités avaient peur de son... Il y avait peur de son évasion. En fait, il y avait eu des rumeurs qui avaient circulé à ce propos. Donc, on voulait être certain. Puis après la pendaison, il y a eu des échauffourées, des combats parce que plusieurs personnes ont voulu récupérer son corps. OK. Il y avait les anatomistes qui, eux, souhaitaient récupérer le corps pour l'étudier et le conserver. Et d'un autre côté, il y avait des admirateurs et des amis qui voulaient lui offrir des funérailles. Et ce sont d'ailleurs eux qui ont mis la main sur le corps de Jack Shepherd. Et donc, il y a eu une sépulture... Oui, il y a eu des funérailles convenables. Donc, Jack était tellement célèbre que plusieurs opéras, théâtres et chansons ont interprété son histoire et sa mort. En 1840, plus de 100 ans après sa mort, il y avait toujours des pièces de théâtre à son sujet. Et c'est comme ça que nous est parvenu le souvenir du célèbre Jack Shepherd, maître de l'évasion à Spitalfields. Wow! Il doit être peut-être une inspiration pour d'autres ouvrages, en plus, j'imagine, parce que Jack Shepherd n'est pas nécessairement connu, en fait, là, quand on parle de littérature. Aujourd'hui, on n'a pas de livre, en fait, qu'on a lu son histoire, mais... En effet, c'est que depuis, il y a eu d'autres criminels, surtout lors du 19e siècle, qui se sont fait plus célèbres que lui. Lui, c'est juste 2 ans. Et il a été attrapé et pendu. Jack l'Éventreur, on l'a jamais attrapé, entre autres. Donc, le mythe a persisté vraiment très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le connaît beaucoup moins que d'autres criminels, mais demeure que pour le 18e siècle, tout particulièrement la première moitié du 18e siècle, il est extrêmement célèbre. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour une autre très bonne chronique. Pour une autre chronique criminaux-judiciaire, je vous suggère de réécouter la chronique d'Alexandre Raymond Desjardins sur l'affaire Sacco Vanzetti, qui a été diffusée le 4 octobre 2019. Et on va aller en pause. Julien? Oui, en fait, je pense que la prochaine chanson va être très à propos. Je continue avec MF Doom et son album Food, sorti en 2004, avec la chanson Rap Niches feat. Mr. Fantastic. Yo, MF Doom, Mr. Fantastic. Villain. What up, nigga? Ain't nothing, what's the word? It's cracking, boy. Same old shit, kid. Man, rap snitches, man. Shit is bugged out, man. What the fuck, man? You telling me? Niggas running their mouth, telling everything. Critical. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling all their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Tight profile, low, like 8 and paid in full. Attract heavy cash, cause the game's centrifugal. Mr. Fantastic, long though like elastic. Got my life with twin Glocks that's made out of plastic.
Can't stand a brown nosing nigga, fake ass bastard. Admiring my style, tall, bust on Manhattan, plotting, playing the quickest. My flow's the sickest, my hoes be the thickest, my dro the stickiest. Street nigga, stamped and bona fide. When beef jump, niggas come get me 'cause they know I ride. True to the ski mask, New York's my origin. Play a fake gangster like an old accordion. According to him, when the D's rushed in, complication from the wild testimony was thin. Caused his man to go up and off the board, hit him again. Lame rap snitch nigga, even told on the Mexican. Rap snitches, telling on their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. Rap snitches, telling on their business. Sit in the court and be their own star witness. Do you see the perpetrator? Yeah, I'm right here. Fuck around, get the whole label sent up for years. True, there's rules to this shit. Fools dare care. Everybody wanna rule the world with tears for fear. Yeah, tell it on the mountain hill. Running up their mouth bill. Everybody doubting still. Informer, keep it up and get tested. Pop through your bubble vest or double-breasted. He keep a lab down south in the Little Beast. So much heat, you would've thought it was the Middle East. A little grease always keeps the wheels a-spinning. Like sitting on 23s to get the squealers grinning. Hitting on many trees, feel real linen. Spitting on enemies, get the steel for 10 men. With no brains but gum flap. He said his gun clapped, then he fled after one slap. Son, shut your trap, save it for the bitches. Delicious, rap snitch, delicious. You know what I'm saying? It's terrible. Crazy, man. I'm just analyzing this whole game. It's just bugged out, man. Niggas snitching. Telling on their own self. It's a horror. Fuck around. Gonna get everybody bag, man. Fuck around and get your mama bag, man. You know your grandma used to be bootlegging, fake hustling, nigga. On est toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Et on termine l'émission avec un vétéran de l'émission, Joël. Tu viens souvent. Puis tu nous parles aujourd'hui de la création du système d'égout de Montréal. Ben oui, c'est une histoire plus sale que ça a de l'air. Hein? Mais ce qui m'a amené à penser à ça, c'est que cette semaine, on a appris que le ruisseau Meadowbrook, dans Côte-Saint-Luc, allait devoir être nettoyé par la ville de Montréal. Il est devenu, on a dit, un égout à ciel ouvert. J'ai eu un petit sourire en pensant à ça, parce que pendant plus que la moitié de l'histoire de Montréal, c'était juste ça qu'il y avait des égouts à ciel ouvert. C'était le cas, non? C'est ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que la ville a progressivement canalisé ses cours d'eau, puis les a encaissés ou fermés, à mesure que les idéologies de la salubrité ont avancé. C'est une bonne chose. Moi, je suis contente d'avoir de l'eau potable. Oui. C'est sûr que ça a pris quelques colériques pour arriver là. Colérique au sens du choléra. Pour arriver là. Oui, c'est ça le mot. J'ai été surpris aussi, si ça peut te rassurer. Mais bref, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit survol historique d'un sujet qui nous pue au nez, c'est-à-dire les égouts. Juste pour se remettre en contexte, avant les années 1800, on contrôle moins l'eau que l'eau contrôle la ville. OK. D'abord, faut mentionner qu'on en consomme peu, hein. Il y a une croyance assez répandue voulant que l'eau apporte les maladies et il est recommandé de ne pas se laver trop souvent et en utilisant le moins d'eau possible. Ah, c'est le fun, ça. Oui. C'est fun pour les voisins, pour la famille. Exactement. C'est aussi l'époque des grands parfums. On peut voir une petite corrélation, là. Donc, on utilise à ce moment-là l'eau pour cuisiner, pour boire. C'est ça. Puis c'est parce que il faut aller la chercher à la rivière, dans un puits, ou encore payer un porteur d'eau pour avoir notre eau. On peut donc pas dépenser cette eau-là inutilement, si tu vois ce que je veux dire. Un porteur d'eau, donc j'imagine que c'est pas tout le monde n'a pas un porteur d'eau. Non, c'est ça, c'est un peu comme ceux qui vont porter les journaux, ou ceux qui vont crier dans la ville. Donc il y a des gens qui font ça pour beaucoup d'autres gens. C'est l'ancien ouvrier, si on veut. Donc il y a pas tellement d'eau usée dans la ville. Mais c'est tant mieux parce qu'il n'y a pas vraiment d'égout non plus. L'égout, ici, va prendre son sens le plus simple et on parle ici de l'égouttement des eaux. Okay. Donc, on suit les pentes naturelles. Donc, la rue est elle-même un égout. Et non pas un égout à côté de la rue. Ce qui est évidemment, assez insalubre. Donc, au final,
on fait l'égouttement vers les rivières, vers le fleuve. Ben c'est ça, il va y avoir des petites rigoles qui vont être creusées à même la rue par des années d'eau qui s'écoulent là. Et les eaux vont s'évacuer vers des ruisseaux, des petites rivières, parce que Montréal, en 1800, est sillonné de plusieurs rivières qui s'écoulent dans le fleuve et qui vont être recouvertes par la suite. Par exemple, il y a la rivière Saint-Pierre, de laquelle fait partie le ruisseau Meadowbrook, et qui passe à l'emplacement actuel de la rue Diouville. OK, oui. Il y a aussi la rivière Saint-Martin qui entoure le Vieux-Montréal à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui la rue Saint-Antoine. OK. On a quand même plusieurs, là, des petites rivières. Oui, il y en a plusieurs autres. Il y en a qui sont encore découvertes, mais plus loin du centre-ville. OK. Disons à Pointe-aux-Trembles ou à Antique, il y en a encore quelques-uns aussi. Bref, l'inspecteur des chemins fait de son mieux pour maximiser l'écoulement des eaux en nivelant les rues pour créer des belles pentes droites où l'eau va pouvoir s'écouler. Donc on veut pas de l'eau stagnante. Là. Exactement. Il rend aussi, justement pour éviter l'eau stagnante, le centre des rues plus haut que le côté pour que l'eau s'écoule dans les fossés. Donc le centre de la rue est bombé, comme ça l'eau reste pas au centre. Sauf que ça fait aussi des problèmes parce que pour niveler la rue, il faut souvent rehausser le centre de plusieurs pieds. Et ça fait que plusieurs propriétés se retrouvent plus bas que le niveau de la rue. Et voient donc leur cave inondée, de caca, hein, comme on dit. C'est le fun, ça. Oui, oui. Les propriétaires vont donc commencer à faire sortir de leur cave des tuyaux pour rejoindre les fossés. Mais les tuyaux sont la plupart du temps construits en bois ou en poterie, ce qui fait qu'ils résistent, somme toute, assez mal au temps. Oui, puis c'est un peu plate aussi que ce soit les propriétaires qui aient besoin de faire ça. c'est sûr. Il va y avoir des solutions qui vont se créer au fil du siècle. Mais en fait, c'est ça, c'est que ce qui peut marcher dans une toute petite ville fonctionne déjà plus au 19e siècle, hein, parce qu'à partir de 1815, la population explose. La densité urbaine augmente drastiquement, ce qui implique donc plus de déchets et plus d'eau usée. Oui. Les autorités de la ville demandent d'aller porter les fumiers et les ordures à l'extérieur de la ville. Soit dans le marais qui se situe aujourd'hui où est-ce qu'il y a la gare Vigée, ou encore dans le fleuve, à une distance d'au moins 50 verges de la ligne du quai. Donc attention là, c'est bien. Donc là, on se déplace en petit bateau pour les porter. Exactement. Le fumier plus loin. À cette époque-là, il y a une petite île au large du Vieux-Port qui a été recouverte depuis. Est-ce que les gens le font vraiment? J'ai l'impression qu'ils vont tout juste domper ça là. C'est une impression. C'est difficile de trouver les sources, mais avec les avis répétés des autorités qui rappellent et qui répètent ça, on peut en douter un peu. Mais l'idée générale, c'est vraiment que si l'eau est propre et elle sent pas mauvais, elle est parfaitement bonne pour la consommation. Mais il reste quand même que les autorités se rendent compte que la Pointe-Saint-Charles, qui est maintenant Griffintown, est fréquemment inondée et, grosse surprise, compte aussi beaucoup plus de maladies. Ah! À partir des années 1830, justement, il y a des épidémies de choléra qui frappent les villes européennes et les villes américaines. Le réformiste anglais Edwin Chadwick constate que les maladies qui affectent plus les quartiers pauvres sont causées par un environnement malsain. Ben oui. Ah, surprise! On rappelle que tu nous as fait une chronique sur le choléra la session passée. Ben oui, exactement. Si on veut en savoir plus, on veut comprendre c'est quoi ça, on va voir ça. Ben oui, c'est tout à fait ça. Et c'est la naissance de l'idée sanitaire qui va s'appuyer sur la notion de miasme, sur laquelle j'ai aussi fait une chronique d'ailleurs. Oui, c'est vrai. je me renouvelle très rapidement après toutes ces chroniques. Mais Chadwick va prôner l'aération de la ville, mais aussi des idées nouvelles et révolutionnaires comme ramasser les déchets, poser des aqueducs et poser des égouts. Et c'est à cette époque-là qu'à Montréal, on commence à recouvrir les rivières comme la rue Diouville à côté de la Pointe-à-Calière, parce que ces rivières-là entourent la ville, sont extrêmement polluées par les ordures et sont des obstacles à la circulation. Donc on est quand même dans une bonne voie. On y arrive tranquillement. Un autre avantage, c'est que les médecins commencent à intégrer l'administration. Notamment en 1847, va se créer un bureau de santé qui est peuplé de médecins, malheureusement de médecins qui sont divisés entre des contagionnistes, ça c'est ceux qui croient que les maladies se répandent de personne à personne, et les infectionnistes, c'est ceux qui croient que les maladies sont répandues par l'environnement et le milieu. Donc par exemple par l'eau. Par l'eau, par la boue, par tout ce qui compose l'environnement. Et ça fait en sorte que ça va être très long avant que le bureau ait un effet réel sur la salubrité urbaine. Parce ça leur tentait pas de se parler ensemble, eux autres? Ah, ben c'est la science. Ça évolue pas à la même façon. On pourrait dire ça encore aujourd'hui, d'ailleurs. C'est très actuel comme commentaire. Oui.
Mais bref, à partir des années 1840, plusieurs ingénieurs vont se frotter au problème des égouts. Mais c'est que Montréal est très dur à arranger. La rue Saint-Antoine est pratiquement à la hauteur du fleuve. Il faut donc pas une grosse fonte de neige pour inonder la rue au complet. Oui, ben c'est une époque où il y a beaucoup d'inondations aussi à Montréal. Là. Exactement, parce qu'il n'y a pas d'égout, il n'y a aucune façon pour l'eau de s'enfuir, sauf par les pentes naturelles. Oui, puis au printemps aussi, ça monte. Exactement. Et les ingénieurs McGill et Tate vont proposer de faire écouler presque toute l'eau de la ville à la hauteur de la brasserie Molson, donc plus bas sur le fleuve, ce qui permettrait de creuser profondément sous la rue pour poser des canalisations. Le problème, encore et toujours, c'est que ça coûterait très cher. Oui. Et la ville a déjà une idée plus glamour en tête, c'est-à-dire fournir de l'eau à toutes les résidences. Ce qui est aussi une bonne idée. C'est ça, c'est une bonne idée. En 1856, l'aqueduc va être fait à grand prix. C'est génial. Ce qui est moins bien pensé, c'est qu'on a décuplé la quantité d'eau accessible sans avoir un système d'égout pour évacuer toute cette eau-là. Et d'autant plus qu'à cette époque-là, tant qu'à ouvrir toutes les rues de la ville pour poser un aqueduc, on aurait pu en profiter pour poser aussi des égouts. Ben oui. Mais non, une occasion manquée, parce que penser pas plus loin que le bout de son nez, c'est pas une politique nouvelle. Le problème, c'est qu'entre-temps, beaucoup de citoyens sont très insatisfaits de voir leur maison inondée année après année. Je les comprends. Et s'unissent pour faire un égout dans leur propre rue, pour toute la rue. OK. C'est évidemment des égouts d'une qualité très variable, avec aucune cohérence de matériaux, de forme ou de taille. Bref, un vrai labyrinthe pour Tortue Ninja. Puis ça, est-ce que c'est plus les quartiers riches, en fait, qui arrivent à faire ça? Ou... C'est sûr que les quartiers plus riches, comme Saint-Antoine, vont être les premiers à s'en doter. Évidemment, Pointe-Saint-Charles, ça va être très long. Mais les ingénieurs ont quand même dans l'idée de faire un réseau complètement intégré. Oui. D'ailleurs, en 1857, John Doyle va déposer un rapport pour faire un réseau d'égouttement pour toute la ville entière en un seul réseau. Les égouts vont être profonds, intercepter toutes les rivières, tous les cours d'eau et surtout ne pas empester les zones d'habitation. Il importe pour lui que toutes les eaux s'écoulent vers l'est, à la sortie de la ville, avant de couler dans le fleuve. En 1861, il y a une inondation record qui prend la totalité de Griffintown sous ses flots, avec de nombreuses autres rues importantes comme Saint-Paul. C'est comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase. Et ça se prête très bien au jeu de mots, cette chronique-là. Cette chronique est magistrale. Et bref, les citoyens commencent à avoir l'idée de mettre la ville en demeure pour son laxisme à chaque fois que leur sous-sol est inondé. Donc on y va avec les grands moyens. Les grands moyens. Et évidemment, quand on parle le langage de l'argent, la ville comprend rapidement qu'il y a un problème. Donc, immédiatement, le nouvel inspecteur, Patrick McKiston, va mettre en branle un projet. En seulement 4 ans, il fait construire 7 grands égouts collecteurs qui permettent de vider la ville. Hurrah! Okay. Oui. Sauf que pour construire si rapidement et à faible coût, McKiston a négligé l'idée importante pour Doyle d'évacuer les eaux usées le plus loin possible. Ah, fait qu'ils évacuent proche. Oui, à la place, une grande quantité des eaux usées se déverse directement dans le bassin Elgin, qui est dans le Vieux-Port, juste devant la Pointe-à-Calière. Ah ben non, c'est pas... Ce secteur est rendu presque fermé par les quais à cette époque-là, et l'eau s'écoule pas du bassin ou presque. Ça lui donne un aspect huileux et nauséabond. Ah, tu vois l'idée. Oui. D'ailleurs, lorsque l'eau du port est analysée sous la nouvelle invention du microscope en 1897, il est révélé, tiens-toi bien, que l'eau du port contient plus de 150 fois plus de bactéries que l'eau du fleuve. Ouf. Et là, est-ce que les gens consomment cette eau-là? À ce moment-là, on a un aqueduc qui vient plus haut, qui vient de l'eau plus haut à partir de la Chine. Mais il y a d'autres villes qui se déversent dans le fleuve plus haut que la Chine, donc... Ah. Mais la gestion des égouts reste quand même une façon aussi pour l'administration d'agrandir son influence sur les communautés de banlieue. Plusieurs banlieues autour de Montréal sont des anciens lieux de villégiature où les habitants souhaitent profiter de tous les avantages de la ville, dont les égouts. Aussi, par le seul fait de la géographie, les banlieues de l'Ouest, comme Côte-Saint-Paul, voient leurs eaux usées s'écouler directement vers Montréal et donc être récupérées par les collecteurs de la ville, qui sont déjà à pleine capacité. Donc eux en profitent. Exactement. Il y a certaines municipalités comme Sainte-Cunégonde qui vont en profiter encore plus. Il y a un entrepreneur qui fait raccorder l'égout principal de Sainte-Cunégonde dans le réseau montréalais, en démolissant un mur de l'égout. Sans demander? Sans demander. C'est juste un entrepreneur qui a une idée comme ça. Bon, Montréal va rebâtir le mur et poser un protet.
Sainte-Cunégonde va redémolir le mur et réintégrer l'égout. Bref, après quelques conflits là-dessus, Sainte-Cunégonde va intégrer le réseau montréalais au coût de 13 000 $. OK. Dont elle récupérera quand même une partie dans les années qui suivent. Bon, ben ça a fonctionné, en fait, ce qu'elle voulait. Ça a fonctionné. Mais ça a quand même fait que Montréal, tout le réseau s'est fait de façon vraiment très intégrée avec toutes les municipalités autour. Et ça va être un excellent moment parce que on assiste à la fin du siècle à un mouvement d'annexion. Toutes les banlieues autour de Montréal vont s'intégrer à la ville. Et souvent, il va y avoir des raisons de coûts d'infrastructure, comme les égouts, comme l'aqueduc. Par exemple, Hochelaga mentionne ça dans son acte d'annexion en 1883. Comme condition, dans le fond. Comme condition, c'est ça. Mais bon, donc la ville a maintenant les coups des franches. Elle peut gérer ses eaux usées comme elle le veut. Mais ça veut pas dire que ça fait l'affaire de tout le monde. Parce qu'en effet, Montréal éjecte ses eaux usées de plus en plus loin de la ville, vers Rivière-des-Prairies, vers Pointe-aux-Trembles. En faisant ça, il y a des villes comme Laval, Repentigny, Sorel qui voient leur eau potable qui est complètement polluée par Montréal. Ah. Ce que l'historienne Michel Dagenet qualifie d'ailleurs d'injustice environnementale. On a d'ailleurs pu voir assez récemment en 2015 ce qui arrive quand le système d'égout montréalais fait défaut. Puis moi je dis ça comme ça, mais avec une eau un peu plus propre, peut-être que la prochaine baleine qui visitera Montréal pourra voir arriver le bateau. C'est triste ça. Fallait que je finisse avec ça, voyons. Moi je l'ai trouvé très triste cette histoire de baleine. Mais j'ai une question pour toi parce que dans la publicité que tu as mis, on voyait que la date était quand même 1967, puis on avait comme encore l'air d'avoir des problèmes au niveau de la salubrité de l'eau. C'est parce qu'on n'était pas encore au moment où on la filtrait ou? Ben c'est parce qu'il y a deux raisons. C'est parce que premièrement, il faut penser que l'eau de Montréal qui est prise par l'aqueduc vient effectivement de l'eau qui est déversée par Toronto, Windsor et toutes les autres villes en amont. Oui. L'autre problème, c'est que ça a pris beaucoup de temps en dehors de la ville de Montréal, donc les municipalités de banlieue, Terrebonne, Saint-Eustache, tout ça, qui déversaient encore leurs eaux non traitées. Leurs eaux qui venaient des chalets, des nouveaux lieux de villégiature, qui déversaient directement dans les rivières. La rivière des Mille-Îles, par exemple, est une des plus polluées au Québec à la fin des années 70. C'est un peu triste. Tout ça est très triste. C'est l'histoire environnementale. C'est quelque chose qui reste d'actualité et l'actualité, c'est triste. Merci beaucoup, Joël. Si vous avez apprécié la chronique sur les transformations de la ville de Montréal, je vous suggère d'écouter la chronique d'Amélie Roy-Bergeron du 2 février 2018 sur l'évolution du système de déneigement à Montréal. Ah oui. Ce qui est d'actualité aussi en ce moment. Ben oui, quand même. Parce que tu sais peut-être qu'avant, la neige au centre des rues était tapée, tout simplement. Ah, bon, c'est... On la ramassait pas. Je sens que ça devait devenir haut. Oui, c'était des fois des 6-10 pieds. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir été là. Julien à la régie, merci. Et merci à vous. Nos chroniqueuses et chroniqueurs, donc Elliot, Marie-Pierre et Joël, merci. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter toutes nos chroniques à l'histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, sur toutes les plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine à tout le monde. On se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.